Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Marc et ici on parle de tout ce qui touche de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. La dernière fois, on a discuté de la blockchain, ou en tout cas on a fait l'introduction au concept de la blockchain. À savoir qu'on a défini ensemble qu'une blockchain n'était rien d'autre qu'une base de données qui est décentralisée. Donc dans la précédente vidéo, on a déjà vu ensemble ce qu'était une base de données tout court et en plus une base de données qui est centralisée. Donc c'est sur ces notions-là qu'on va construire cette vidéo aujourd'hui et je te mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Dans la précédente vidéo, on a illustré ensemble le concept de la centralisation avec l'exemple de la banque. Donc on a vu que le système bancaire était un système qui était complètement centralisé. Et on a aussi vu ensemble que c'était un système qui était opaque, dans le sens où nous, en tant que particuliers, on ne voit pas ce qui se passe derrière les coulisses. On a aussi vu que le système bancaire était un système qui était fondamentalement basé sur la confiance. Dans le sens où si aujourd'hui tu veux te servir du système bancaire, tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance à ce système-là. Si tu ne fais pas confiance au système, eh ben la banque va te dire ne venez pas chez nous et donc du coup en fait tu n'as même pas accès au système. En contraste à cela, aujourd'hui on va voir exactement l'opposé à cela. On va voir ensemble ce que signifie le concept de la décentralisation. On va aussi voir ensemble qu'il existe des concepts qui permettent d'être parfaitement transparents. Et on va aussi voir qu'il existe des systèmes qui sont basés sur la vérification, dans le sens où toi, même en tant que particulier, tu peux vérifier chaque point, chaque interaction qui est inscrite dans le système d'une blockchain. Tu l'auras donc compris, le sujet principal qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la blockchain. Alors déjà, tout de suite, il n'existe pas une seule blockchain, mais il existe énormément de blockchains. Chaque blockchain a ses différentes utilisations. C'est comme les voitures. Des voitures, tu en as des grandes, des petites, des lourdes, des pas lourdes, des sportives, des utilitaires, bref. Il y a chaque voiture qui a une utilité et c'est un peu pareil avec la blockchain. Tout ça pour dire qu'il existe énormément de blockchains et je dirais même, il existe autant de blockchains que d'applications. Pour faire le parallèle avec la vidéo précédente où on parlait du système bancaire, aujourd'hui on va voir une application qui est relativement similaire, à savoir le paiement d'une personne à une autre. La dernière fois, on a vu que des paiements pouvaient se faire par virement d'un compte bancaire à un autre. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'il existe des moyens différents, des moyens alternatifs de faire des paiements d'une personne à une autre, justement en passant par la blockchain et notamment celle du Bitcoin qui est certainement la plus connue par le grand public. Alors comme la dernière fois, tu vas voir que je vais beaucoup simplifier quelques notions, beaucoup les vulgariser et aussi provoquer par certains moments, mais ça permettra de bien comprendre les concepts qu'il y a derrière. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait vu le cas d'un paiement pour une voiture en Allemagne. On avait vu que ce paiement devait se faire par virement, donc par un système bancaire d'un compte à un autre. Et on a vu toutes les contraintes que ça amenait et toutes les complications que ça amenait. On a aussi démontré que tu n'étais en réalité pas vraiment maître de ton argent. Tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, quand tu le voulais, avec ton argent. Pour illustrer les propos de la décentralisation et donc indirectement de la blockchain, on va prendre un autre cas de figure d'un paiement. Mais cette fois-ci, on va prendre un paiement d'une personne à une autre sans passer par des systèmes centralisés. Donc, à savoir, on ne va pas passer par un système ni bancaire, ni non plus PayPal, ni tout ça. On va vraiment parler d'un paiement en cash. On va prendre l'exemple où il y a quelqu'un qu'on va appeler Jack, qui a un vélo à vendre. Et on va prendre le cas où il y a une personne qui s'appelle Charles, qui veut acheter un vélo. Donc, ils sont tombés tous les deux d'accord sur le prix de vente. Donc, Jack va vendre son vélo 1000 € et Charles veut acheter un vélo à 1000 €. Donc il y aura bien une transaction qui aura lieu pour un vélo entre Jack et Charles pour un montant de 1000 € et il y a le vélo qui va changer de propriétaire. Mais ici, fondamentalement, c'est aussi un système qui est basé sur la confiance. Maintenant, alors je fais exprès de provoquer, attention. Mais admettons que Jack et Charles, ils se connaissent. C'est deux voisins, ils sont tombés d'accord, voilà, je veux vendre mon vélo et Charles, il veut l'acheter. Autrement dit, Charles fait confiance que Jack ne va pas aller voir la police en disant que Charles a volé le vélo sans jamais lui faire un paiement de 1000 €. Ça paraît logique, mais fondamentalement, le système il est quand même basé sur la confiance. Donc ici, on comprend assez facilement qu'en cas de litige, c'est la parole de Jack contre la parole de Charles. Il y en a un qui dit « il a payé » et l'autre qui dit « il n'a pas payé ». Bon, maintenant, comment on fait pour améliorer un petit peu la situation? Maintenant, on peut imaginer ramener une troisième personne à cette transaction. Une troisième personne qui sera témoin. Elle va témoigner de la situation. Elle va effectivement regarder, observer de l'extérieur que Jack donne bien son vélo à Charles et que Charles donne bien 1000 € à Jack. On améliore donc déjà un tout petit peu la situation parce qu'on a une tierce personne et si maintenant il y a un litige, eh bien, il y a une tierce personne qui peut départager. C'est déjà un petit peu mieux qu'auparavant, mais là aussi on comprend
que la situation n'est toujours pas parfaite, parce que là, s'il y a une personne qui est corruptible, eh ben, il peut dire en tant que témoin quelque chose qui ne correspond pas à la vérité. Pour reprendre l'exemple ici, si Jack, il vend son vélo et Charles paye vraiment 1000 euros, mais Jack file un billet de 10 euros au témoin pour dire « Écoute, tu vas dire à la police quand on te demandera de témoigner que je n'ai jamais reçu de paiement », ben là on parle de corruption. Et donc du coup, même s'il y a une tierce personne, eh ben, le système il est toujours pas parfait. Comment on fait à présent pour encore améliorer la situation? Maintenant, on ne va pas venir avec un témoin, on va venir avec 10 témoins. Donc il y a 10 témoins maintenant qui regardent la transaction entre Jack et entre Charles. Ils regardent bien que Jack a donné le vélo et que Charles a donné 1000 euros. Ça devient de plus en plus difficile pour Jack d'aller corrompre les gens. Bon, ça fait maintenant 10 personnes, donc non seulement c'est compliqué parce que déjà il faut les connaître, ces personnes-là, mais en plus de ça, ça commence à coûter quand même pas mal d'argent. Mais bon, admettons, 10 personnes, c'est encore envisageable, il fait beaucoup de recherches, il sait qui c'est qui va venir témoigner, donc allez, on peut toujours se dire qu'il y a encore un léger risque de corruption. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer la situation? Bon, maintenant, ça suffit, je veux vraiment me blinder, je veux vraiment avoir un truc qui soit le plus sécuritaire possible par rapport à cette transaction. Donc cette fois-ci, je ne vais pas venir avec 10 témoins, mais cette fois-ci, je vais venir avec 1000 témoins. Sachant que ces 1000 témoins sont complètement inconnus de la part des deux parties. Donc ni Jack ni Charles connaissent ces 1000 témoins. Ensuite, sur ces 1000 témoins qui sont complètement inconnus, je vais en sélectionner 10. Et c'est ces 10 personnes-là qui vont réellement regarder la transaction. Donc là, tu comprends que Jack ne pourra jamais corrompre 1000 personnes. Hein, c'est hyper compliqué. Ou alors, la corruption lui coûtera presque plus cher que la transaction en soi. Donc même économiquement parlant, Jack, il a pratiquement plus d'intérêt à essayer même de corrompre les gens. Premier point. Deuxième point, ces 10 témoins qui regardent la transaction, on va leur demander d'écrire tout de suite sur un papier si oui ou non la transaction elle a eu lieu. Ils mettent un écrit, ils mettent une validation. Je vais encore un tout petit peu plus loin. Ensuite, on va faire le décompte de combien de personnes ont dit oui, la transaction a eu lieu, et combien de personnes ont dit non, la transaction n'a pas eu lieu. Donc il y aura une majorité. Admettons, Jack, il a vraiment arrosé énormément de gens. Il a réussi par hasard à trouver 2 personnes sur les 10 qui ont au final été sélectionnées. Et ben on va avoir un compte de 8 personnes qui vont dire oui, la transaction a eu lieu, et 2 personnes qui vont dire la transaction n'a pas eu lieu. Et on va encore un tout petit peu plus loin. On va considérer que si 8 personnes sur 10 ont dit que oui, la transaction a vraiment eu lieu, et ben on va dire que ça correspond à la vérité. Bon, par contre, tu comprends aussi qu'il n'y a peut-être pas toujours 1000 personnes qui veulent venir regarder une transaction, sachant que peut-être ces 1000 personnes ne sont même pas sélectionnées, donc elles se déplacent, tout ça. Donc, bon, comment on peut faire pour à chaque fois motiver ces 1000 personnes de se déplacer? Eh bien, on va mettre une petite récompense, une petite rémunération. Donc du coup, Charles, il ne va pas payer seulement 1000 euros pour le vélo en soi, mais il va être d'accord pour mettre 5 euros en plus pour avoir un témoin ou un système de témoignage qui lui garantisse que la vérité soit bien documentée et validée. Donc peut-être que Charles, maintenant, il va payer 1000 euros plus 5, donc 1005 euros, mais les 5 euros, ce sont des frais de transaction et qui sont du coup répartis auprès des personnes qui ont réellement témoigné. En d'autres termes, les personnes qui témoignent sont récompensées, sont rémunérées pour dire la vérité. Et là, est-ce que tu vois ce qu'on vient de faire? En réalité, là, on vient exactement de décrire le fonctionnement même de la blockchain, et en particulier la blockchain du Bitcoin. Sauf qu'ici, quand on parle de témoins, on ne parle pas de personnes, mais on parle d'ordinateurs. On parle d'ordinateurs, de machines qui doivent déjà être achetées, qui doivent être branchées, il y a toute une infrastructure qui doivent tourner, qui consomment de l'électricité, qui doivent être maintenues et tout ça. Et quelque part, les frais de transaction que tu mets dans la transaction reviennent aux personnes qui sont témoins dans le système de la blockchain du Bitcoin notamment. Et ces personnes-là, dans le jargon, on les appelle les mineurs. Vu comme ça, quand ils pensent, les mineurs, ils ont vraiment tout intérêt à dire la vérité. Parce que le fait de dire la vérité, c'est le seul moyen pour eux d'avoir une chance d'être rémunérés. Et donc, ils ont fait des gros investissements. Ils consomment de l'électricité, ils font de la maintenance, donc ils ont des frais. Donc, c'est un système qui est intéressant pour l'utilisateur parce qu'il peut partir du principe que la transaction, elle est témoignée, elle est validée, elle est documentée de manière correcte. Et c'est aussi intéressant pour les personnes qui valident la transaction parce que non seulement ça leur permet de couvrir
les frais, mais ça leur permet aussi de dégager une petite marge à faire tourner ces équipements-là. Et donc ça les incentive aussi sur le plan financier. Si je reprends maintenant l'exemple des 1000 personnes qui se déplacent physiquement pour être témoin d'une transaction, tu comprends que c'est pas super intéressant pour eux de se déplacer à chaque fois parce que ça coûte plus cher de se déplacer que la récompense qui est derrière. Dans le cas du Bitcoin, qui est considéré comme une blockchain qui est relativement lente, on parle de plusieurs transactions par seconde, autrement dit de plusieurs milliers de transactions par heure. Mis bout à bout, ça peut représenter des revenus intéressants pour les mineurs, et c'est ça d'ailleurs qui a donné naissance à toute cette industrie du minage du Bitcoin, et d'ailleurs de d'autres crypto-monnaies par la même occasion. Ça permet que pour l'utilisateur de la blockchain, donc celui qui veut faire une transaction, les frais de transaction restent relativement faibles. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que les frais de transaction ne dépendent pas du montant qui est versé. C'est-à-dire que tu peux faire un paiement à quelqu'un de 0,1 Bitcoin ou de 1000 Bitcoin, les frais de transaction derrière seront les mêmes. C'est très intéressant pour tous les participants parce que ça veut aussi dire que la sécurité est la même que tu fasses une transaction avec 0,1 Bitcoin ou 1000 Bitcoin. Et voilà, on vient de décrire un système qui est décentralisé. Décentralisé par nature. Il est décentralisé parce que tu as énormément de personnes qui interviennent et qui témoignent une transaction, mais il est même décentralisé géographiquement. Des mineurs, comme je le disais, ce n'est rien d'autre que des ordinateurs qui sont branchés à Internet. Et des mineurs, des ordinateurs, tu peux en mettre en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, peu importe. Donc même de manière physique et géographique, tu as une réelle décentralisation des ordinateurs, de la puissance de calcul, qui n'est pas concentrée dans un seul data center, comme on a pu l'avoir auparavant dans le système de la banque. Et voilà, ce qu'on vient de décrire ensemble n'est rien d'autre qu'un système qui est décentralisé. Dans le jargon de la blockchain, ce système de témoignage, on appelle ça un mécanisme de consensus. Le consensus où justement les personnes tombent d'accord sur l'issue d'une transaction. Avec ce système de témoins, de multiples témoins qui sont incentivés financièrement à dire la vérité, tu n'as plus besoin de faire confiance à une entité qui est centralisée. Tu n'as même d'ailleurs plus besoin de faire confiance tout court, parce que la notion de confiance ici ne s'applique plus du tout. C'est basé sur justement le fait qu'il y ait plein de personnes qui ne te connaissent pas, qui regardent une transaction de manière neutre et qui sont incentivées financièrement à dire la vérité. Alors je fais juste une petite parenthèse sur la rémunération des mineurs. On l'a vu tout à l'heure ensemble, il y a un processus de sélection des témoins, un processus de sélection des mineurs. C'est pas tout le monde qui est sélectionné et donc c'est pas tout le monde qui est rémunéré. Alors, c'est un processus de sélection qui est basé sur le hasard, sur la loterie, mais pas que. Il est aussi influencé par la puissance de calcul. Autrement dit, plus ta puissance de calcul elle est élevée dans le réseau du Bitcoin, plus tes chances en tant que validateur, en tant que mineur sont grandes d'être sélectionné pour valider la transaction. Donc, directement, plus ta puissance de calcul est élevée, plus tes chances sont grandes aussi d'être rémunéré par rapport à la transaction que tu valides. Il y a donc un lien direct entre la puissance de calcul et la probabilité d'être rémunéré. C'est ça aussi qui explique cette course à la puissance de calcul qu'on voit sur le réseau du Bitcoin. Plus ta puissance de calcul est élevée, plus tu es rémunéré. Mais par contre, c'est logique, plus ta puissance de calcul est élevée, plus tu consommes aussi de l'électricité, ça va avec. Ce qu'on voit souvent dans les médias grand public, c'est justement cette notion de grosse consommation d'électricité dans le Bitcoin. C'est une réalité, absolument, mais par contre, ce que je veux que tu comprennes à la suite de cette vidéo, c'est que c'est aussi de la sécurité. C'est-à-dire que plus tu as des acteurs qui sont sur le réseau, plus malheureusement ça consomme de l'électricité, mais plus derrière tu as un nombre de témoins élevé, donc plus ton réseau il est décentralisé, donc plus ton réseau il est sécurisé. Donc là je te vois arriver, et à juste titre, parce que la solution parfaite n'existe pas. C'est un concept qui s'en rapproche, mais la solution absolument parfaite n'existe pas. Comme tu le sais à présent, sur le réseau du Bitcoin, on considère que ce que dit la majorité des validateurs, ce que dit la majorité des mineurs, c'est considéré comme la vérité. Autrement dit, si tu veux corrompre le réseau, il faut que tu aies plus de 50% des personnes qui soient corrompues. Donc en d'autres termes, en termes de Bitcoin, il faut que tu aies plus de 50% de la puissance de calcul pour avoir une chance d'avoir plus de 50% des témoins dans la transaction et donc pour avoir plus de 50% de chance de mettre une fausse transaction dans le registre. Dans le jargon, on appelle ça une attaque 51. Ça veut dire qu'il y a plus de 50%, à savoir 51% des personnes, des validateurs, des mineurs qui sont corrompus dans le système. Aujourd'hui, il faut comprendre que dans la réalité, c'est hyper compliqué. Le réseau du Bitcoin, il est aujourd'hui tellement décentralisé, il y a une puissance de calcul qui est tellement gigantesque déjà aujourd'hui sur le réseau,
que c'est presque irréaliste pour une seule personne mal intentionnée de créer un centre de minage qui soit tellement énorme, qui corresponde à plus de 50% de la puissance de calcul existante sur le réseau. Là où c'est un peu plus dangereux, c'est sur des petites blockchains qui sont encore moins développées, où il y a encore moins de puissance de calcul. Donc là, on va dire c'est plus accessible de corrompre une blockchain. Mais là, quand tu as des grosses blockchains comme celle du Bitcoin, ça devient logistiquement quasiment impossible. Pour résumer, on vient de voir ensemble qu'on pouvait, par le biais du réseau du Bitcoin, procéder à un paiement entre deux personnes. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente avec l'exemple du virement où il y avait quand même pas mal de contraintes en termes de justification, surtout si tu as un gros virement à faire à l'étranger, avec le réseau de la blockchain du Bitcoin par exemple, mais d'autres aussi, tu as la possibilité de faire un transfert de valeur quand tu veux, à n'importe quelle heure et sans aucune justification à donner. Le réseau du Bitcoin et de manière générale, les réseaux de la blockchain sont des réseaux qui sont complètement indépendants de tout système bancaire. Donc il n'y a aucun acteur qui peut t'arrêter, qui peut te censurer. Si tu veux faire un transfert de fonds d'une personne à une autre, tu peux le faire quand tu veux. Ça peut paraître anodin comme ça, mais il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire derrière. On fera une autre vidéo un peu plus tard pour vraiment parler des applications dans le monde réel que pourrait avoir cette nouvelle technologie de la blockchain. Mais il y a un exemple qui revient assez régulièrement et peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est l'exemple des personnes qui habitent en Amérique centrale et qui réussissent à aller travailler du coup aux États-Unis. À la fin de chaque mois, ils renvoient de l'argent à leur famille qui se trouve toujours en Amérique centrale. Mais pour pouvoir renvoyer de l'argent à leur famille, ils doivent passer par des instances qui sont centralisées. Donc quand ils envoient de l'argent à leur famille, il y a ces instances centralisées-là qui ponctionnent un gros pourcentage de l'argent qui est envoyé. Simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence, simplement parce que le système il est fait de cette manière, et qu'à partir du moment où tu as un système centralisé qui a le monopole, et tu dois passer par ce système-là pour faire transiter de l'argent d'un pays à un autre, en l'occurrence des États-Unis vers certains pays d'Amérique centrale, tu n'as pas d'autre choix que de passer par ce système-là. Du coup, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter qu'une partie de ton argent soit ponctionnée, parce que l'autre alternative, c'est que ta famille ne reçoit rien du tout. Et maintenant, regarde à quel point le Bitcoin peut révolutionner tout ça. Maintenant, avec le Bitcoin, une personne qui travaille aux États-Unis, elle a le choix, si elle le veut, d'envoyer directement un montant en Bitcoin des États-Unis en Amérique centrale chez leur famille, sans passer par aucun système centralisé, sans passer par aucune banque, sans avoir aucun ponctionnement sur le montant initial qui est envoyé. Bon, et on garde du coup le meilleur pour la fin, parce que depuis tout à l'heure, on parle de blockchain, autrement dit des chaînes avec des blocs, mais on n'a pas encore défini de quel bloc on parlait. Et pour maintenant expliquer ça, on va revenir à notre définition initiale qu'on avait en disant que la blockchain n'était rien d'autre qu'une base de données qui est décentralisée. Tu retrouves donc ici notre petit tableau qu'on avait dessiné la dernière fois pour expliquer qu'une base de données n'était rien d'autre qu'un tableau qui recense certaines informations. Ici, on avait pris l'exemple du relevé de compte. Si je reprends donc cet exemple de la base de données au niveau des extraits de compte ou des interactions au niveau des comptes des clients chez la banque, on retrouve ici à quoi ça pourrait ressembler, mais de manière vraiment très simplifiée. Tu as donc un tableau avec un nombre de transactions qui peut être infini. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Tu retrouves aussi l'information de qui fait le virement vers qui, avec les montants et avec quelque part aussi la description, ou à dire la justification de ce qu'il y a derrière. Ici, il s'agit simplement d'un tableau où il n'y a aucune limite dans la taille. Par contre, ce même tableau, cette même information, on pourrait aussi l'afficher de manière un peu différente. Tu peux reprendre exactement tous les mêmes éléments, exactement toutes les mêmes transactions, sauf que cette fois-ci, tu vas ranger ces transactions dans un bloc. Tu vas dire, ok, mon tableau, il peut au maximum avoir 5 transactions par exemple. On voit donc ici un bloc qui a effectivement au maximum 5 transactions, et il faut imaginer un bloc comme une espèce de caisse, comme une espèce de boîte à chaussures qui a une place qui est limitée. Une fois que tu mets dans une boîte à chaussures une paire de chaussures, ta boîte elle est pleine, et si tu as une deuxième paire de chaussures que tu veux ranger, il te faut une deuxième boîte. Ici c'est un peu le même principe. Tu as un emplacement, tu as une place dans laquelle tu peux mettre maximum X transactions. Dans l'exemple ici, tu peux mettre 5 transactions. Donc une fois que tu as mis 5 transactions dans ton bloc, tu es obligé de fermer ton bloc pour en ouvrir un autre si tu as une 6e transaction que tu veux ajouter. Donc ici, on voit qu'à partir du moment où tu as rempli cette condition-là, à partir du moment où ton bloc il est plein, tu en commences un autre. Ici, dans le bloc 1, une fois qu'il est plein, tu vas créer un autre bloc. Ici, c'est le bloc 2, une fois qu'il est plein, tu vas commencer un 3e bloc. Ici, c'est le bloc 3. Et au final, on va voir que ça va donner une chaîne de blocs. Ici, tu as ton bloc 1 qui est relié au bloc 2, qui est relié au bloc 3, et ainsi de suite.
Là, tu as une infinité de blocs qui sont rangés les uns après les autres, et c'est ça qu'on appelle la blockchain, la chaîne de blocs. Donc encore une fois, ce n'est rien d'autre qu'une base de données qui est rangée de manière un peu différente. La petite subtilité, elle arrive justement dans la validation de ces blocs. Tout à l'heure, on parlait des témoins, tout à l'heure, on parlait des processus de validation et des mécanismes de consensus, et là, on y revient. Justement, ces blocs, ils sont validés par les mineurs. À partir du moment où un mineur il a validé la transaction, en fait, il a fermé la boîte, il a fermé le carton en chaussure, il a fermé le bloc. Donc automatiquement, derrière, il y a un nouveau bloc qui est ouvert. Et là, il y a des personnes comme toi et moi, on veut ajouter des interactions, on veut faire des transactions. Et là, tu as tout un tas de témoins qui sont autour de nous virtuellement pour valider les transactions. Pour que le bloc soit plein, il y a cette sélection de validateurs qui est faite. Et une fois que le nouveau validateur il est choisi, lui-même à son tour va fermer le bloc en y mettant l'information de la transaction et il y a encore un nouveau bloc qui est ouvert. Donc je pense que maintenant tu as bien compris quelle était la notion de centralisation et de décentralisation. En introduction, on parlait aussi de l'opacité ou au contraire de la transparence. On avait défini ensemble que les bases de données classiques telles qu'on les connaît chez la banque, elles sont opaques dans le sens où tu ne vois pas ce qui se passe derrière les coulisses. Sur la blockchain, c'est un peu différent. N'importe quelle transaction sur la blockchain, elle est publiquement visible. Il existe ce qu'on appelle des explorateurs sur Internet. Tu peux aller voir n'importe quelle transaction qui a été faite sur la blockchain depuis sa genèse. Donc là aussi, quand on me dit que le Bitcoin est utilisé uniquement pour du blanchiment d'argent, ça me fait doucement rire. Parce que quelque part, si tu es quelqu'un qui veut blanchir de l'argent, tu n'as vraiment pas du tout intérêt à ce que toutes tes transactions soient parfaitement traçables depuis la genèse de cette technologie. Et le troisième point qu'on avait abordé ensemble, qui était la notion de confiance, ici, la confiance en soi n'a plus lieu d'être parce que justement, tout le système il est basé sur une démarche où tout est vérifié et vérifiable par la suite. À présent, la boucle est bouclée. Dans la première vidéo, on se posait la question pourquoi les personnes qui sont relativement peu initiées à cette technologie de la blockchain avaient une vision relativement négative de la chose. Je pense que maintenant tu as compris que cette technologie, elle peut fondamentalement révolutionner ne serait-ce que le système bancaire. Aujourd'hui, on n'a parlé que du système bancaire, mais tu comprends bien qu'il y a bien d'autres applications encore qui peuvent révolutionner pas mal de choses. Quand il pense, quand il y a quelqu'un ou un représentant d'une banque ou même d'une banque centrale qui s'exprime par rapport à la technologie de la blockchain, on comprend relativement vite qu'ils n'ont pas du tout envie que cette technologie se développe encore davantage parce que ça pourrait mettre en péril le système bancaire duquel ils font partie. Ça permet justement maintenant de nuancer un petit peu ces avis qu'ont ces personnes peu initiées. D'une part, leurs avis sont relativement négatifs, mais je dirais plutôt qu'ils sont incomplets. Parce qu'il n'y a qu'une seule source, parce qu'il n'y a qu'un seul côté de la blockchain qui est traité. Il y a le côté monétaire, le côté spéculatif et le côté risque qui est souvent traité, ou qui est en tout cas mis en avant. Tous les autres aspects sociétaux qu'on vient d'aborder ensemble, donc la capacité à fondamentalement changer beaucoup de choses dans les systèmes monétaires qu'on connaît, ceux-là, ils sont relativement peu abordés. Et donc forcément, comme je le disais, le grand public a une information qui est pas forcément toujours fausse, mais dans tous les cas, certainement incomplète. Voilà, merci d'avoir passé ce temps avec moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu connais le principe, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et aussi un petit commentaire de référencement, tu sais à quel point ça aide la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux que je puisse. Merci beaucoup et je te dis à la prochaine.